Alors donc la première partie, vous voyez donc pratiquement il y a plein d'apprentissages, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre à ce niveau-là. Euh, je crois qu'on a testé tout, donc juste pour la photo. Donc si vous vous rappelez, donc dans notre table film, nous avons défini en quelque sorte la photo. Bon, la photo, donc vous voyez, on l'a défini, donc on a utilisé, on a séparé, on a supprimé les espaces. Si vous voulez par exemple consulter, ça suppose, dans notre cas, on suppose que nous avons dans le dossier statique de votre application, vous avez un dossier image qui contient des photos relatives au film, n'est-ce pas? C'est pas très pratique. Quand est-ce qu'on fait ça? On le fait uniquement quand vous avez des photos statiques, c'est-à-dire qui ne changent souvent pas. Alors que la réalité, dans notre cas ici, à chaque fois que vous voulez ajouter un film, il faut faire upload. Et quand vous faites upload, on ne va pas stocker les photos dans le dossier statique. Il faut les stocker en dehors de l'application. Il faut les stocker dans un autre dossier. D'accord? Alors, ce qui fait que maintenant, par exemple, si vous voulez consulter normalement euh, la photo d'un film, vous mettez par exemple film slash 1. Donc, si vous connaissez le film, donc vous avez la photo. Il est là. Normalement, si vous voulez consulter la photo, il faut mettre le film, n'est-ce pas? Plutôt, il faut mettre 80-80, image, parce que je suis dans le dossier statique, slash la photo du film, point, vous ajoutez JPEG, ou, en fait, je crois que c'est JPEG ou PNG. PNG. C'est pas bon. Dans notre cas, pourquoi? Parce que vous avez JPG, 12 hommes, parce qu'on a mal écrit, vous voyez. Ici, donc c'est deuxième. Voilà. Alors ici, je prends un autre exemple. Ici, donc c'est mal orthographié. Alors le film 2, 3 par exemple, c'est Green Book. La photo devrait s'appeler Green Book, comme ça. Si vous faites slash image slash greenbook.jpg, ici en principe ça veut dire votre application front-end, il n'y a pas de problème, donc il peut voir, on peut visualiser ça. Mais comme je disais, cette technique-là, on la fait uniquement quand il s'agit des images qui sont statiques. Alors si vous voulez faire quelque chose de mieux, c'est de dire tout simplement les photos là, on ne va pas les stocker ici. Ben, je vais prendre ce dossier-là. Souvent, on les stocke quelque part parce que quand vous faites upload, souvent on va vers le dossier utilisateur. Utilisateur. Le profil de l'utilisateur, c'est voilà, ici. Et vous créez un dossier, par exemple, ici, Cinéma, en dehors de l'application. Et dans Cinéma, vous avez un dossier image. Et vous mettez, en fait, quand on va faire upload, c'est ici qu'on va enregistrer les photos, n'est-ce pas? Donc ça suppose que les images qui vont être utilisées. Alors maintenant, dans cet exemple-là, on suppose que les photos sont enregistrées dans un dossier en dehors de l'application, alors que pour pouvoir accéder à ces photos, j'ai besoin de connaître que le ID de la photo, n'est-ce pas? L'identifiant. Si je connais l'identifiant de la photo, c'est pas de la photo, c'est de, par exemple, dans notre cas ici, c'est le film. Si je connais le ID du film, je peux consulter la photo. Alors, mais comment le faire? Parce que ça, c'est la deuxième solution. Il reste la troisième solution, c'est de stocker carrément la photo dans la base de données. C'est la plus simple. En stockant la photo en format string. Parce que tout le contenu d'une photo, en principe, c'est-à-dire la photo elle-même, on peut la convertir en format string et vous pouvez l'enregistrer. Et dans ce cas-là, il devient comme l'un des champs de l'entité. Souvent, c'est la solution la plus simple, mais on l'utilise uniquement quand vous avez la quantité de photos, si les photos que vous gérez ne sont pas très, très volumineuses. Quand vous gérez beaucoup de photos qui sont très volumineuses, vous risquez d'avoir une base de données qui est assez lourde. D'accord?
Donc là, c'est les trois techniques. Alors si vous voulez, maintenant si vous laissez vos images ici, pour pouvoir consulter la photo, il va falloir créer, on va créer un contrôleur. Donc on va créer un REST contrôleur, un contrôleur de l'application. Je vais créer une classe que je vais appeler Cinema REST Controller. Donc ça c'est dans le package web. Alors pour créer une API REST, donc je viens de vous montrer tout à l'heure comment faire ça en utilisant la notation repository REST resource, n'est-ce pas? Mais si vous voulez le faire sans passer par Spring Data REST, il faut utiliser la notation REST Controller. Donc vous voyez, donc au lieu d'utiliser controller, vous utilisez REST Controller. Et après, par exemple, je ne sais pas, supposons vous voulez juste consulter la liste des films. Donc vous déclarez l'objet film repository. Vous faites hotwired. Et après vous dites je veux consulter la liste des films. Et pour le faire, ben vous allez retourner tout simplement ces film repository, film repository .find all. C'est pas compliqué, mais pour accéder à cette méthode là vous utilisez getMapping et vous dites par exemple slash. Alors on a déjà slash film parce que là c'est déjà dans, n'est-ce pas? On peut l'appeler par exemple list film comme ça. Donc je vous montre juste le principe. Vous voyez, quand vous travaillez comme ça, c'est que vous pouvez utiliser, donc, comme vous avez l'habitude de faire avec un simple contrôleur, vous pouvez utiliser post mapping, get mapping, put mapping pour tout ce qui est la mise à jour, delete mapping. Donc ça c'est comme ça que normalement si vous voulez créer une API REST manuellement, c'est-à-dire vous voulez la programmer vous-même, c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, si vous accédez à votre application, vous dites localhost 8080 list films. Alors vous voyez ici, donc vous avez la liste des films. Mais il faut faire attention parce que ici nous avons un grand problème. Parce que tout à l'heure on a utilisé Spring Data REST. Quand vous utilisez Spring Data REST, d'ailleurs vous allez voir que à un moment donné votre application va bloquer. Pourquoi? Vous voyez, il y a une exception. Vous devrez comprendre ce phénomène. Alors, quand vous consultez la liste, regardez bien, quand vous consultez la liste des films, regardez, il va vous retourner, pour chaque film, il va vous donner le ID, le titre, la description, le réalisateur, la date de sortie, la durée, la photo. Il va vous donner la liste il va vous donner par exemple la catégorie, n'est-ce pas? Il vous donne les informations sur la catégorie. Qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie? Dans la catégorie, il va vous donner le ID, il va vous donner le nom, il va vous donner encore la liste des films. Vous avez une association bidirectionnelle. Alors quand vous avez une association bidirectionnelle, quand il va sérialiser en format JSON, on va tomber dans une boucle infinie. Alors quand il va convertir une catégorie en format JSON, il va mettre les films. Et dans le film, il va mettre la catégorie. Et dans la catégorie, il va encore mettre les... Donc c'est ça, ça ne se termine jamais, n'est-ce pas? Alors avec Spring Data REST, le phénomène, il faut le comprendre parce que Spring Data REST, il vous résout le problème. Pourquoi? Avec Spring Data REST, lui, quand vous lui dites le film, il vous donne que les informations sur le film. Mais après, il vous donne le lien, si vous voulez consulter, par exemple, la catégorie de ce film, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez régler ce problème-là, comment on va le régler? On va dire tout simplement, quand je consulte les films, tu me donnes tout ça avec le... Ce n'est pas la peine de me donner les projections. Alors comment on va lui dire?
comment on va lui dire quand il va convertir en format JSON, ce n'est pas la peine de me donner les projections dans le film. Il y a une annotation qui s'appelle JSON, il y a JSON ignore, il y a mieux, c'est JSON property. Alors, l'annotation JSON property, vous utilisez access égale, et vous mettez par exemple read write only. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui dites tout simplement cette propriété-là, quand on va convertir un objet film en format JSON, en lecture, ce n'est pas la peine de prendre en considération ça. Tu le prends uniquement en considération en écriture. C'est-à-dire quand vous voulez ajouter par exemple un film qui contient des projections, il va le prendre en considération parce qu'il va, c'est-à-dire c'est pour enregistrer. Mais quand il veut sérialiser, quand on veut lire, quand on veut consulter un film, il va vous donner les informations sur le film, mais il ne va pas vous donner la liste des projections. Et après, je vais lui demander, donne-moi aussi la catégorie. Mais par contre, quand il me donne la catégorie, regardez, je dois encore aller là. Quand tu me donnes la catégorie, ce n'est pas la peine de me donner les films de cette catégorie. À nouveau, donc, je vais utiliser ici JSON property, access, et je mets ici write only par exemple. Alors, si vous faites ça, bon, ça c'est juste entre parenthèses. Dans notre cas, on n'a pas besoin réellement de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà réglé pour ça avec Spring Data REST, il règle déjà ce problème. Mais quand vous créez une API REST, c'est-à-dire en utilisant un REST controller, il faut également penser à résoudre ce problème. Ça va? Oui, je sais. Oui. Pour notre entité, vous avez fait read and write. Ah, j'ai fait... Non, j'écris juste write... Non, c'est... Attendez. Je dois corriger peut-être parce que... Il est où le film? Film... Il est là. Ah, read write. Donc, je vais utiliser... Parce que si vous mettez read write, ça ne sert à rien. Moi, je veux désactiver pour... Donc, je vais utiliser uniquement write only. Ouais, tout à fait. C'est quoi? Est-ce qu'il existe read only? Oui, read only, c'est-à-dire, c'est comme si vous demandez à l'API qui permet de faire la sérialisation au format JSON, qui est Jackson. Jackson, c'est la librairie qui est utilisée pour faire la sérialisation Java, JSON, Java. Alors, si vous dites read, c'est-à-dire si vous lui dites read only, c'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire quand vous consultez, il va la sérialiser en format JSON. Mais en écriture, non, il ne va pas le faire. C'est-à-dire, si tu lui envoies un objet JSON qui contient cette information, il va l'ignorer. Et après, il y a la notation JSON ignore. JSON ignore, c'est-à-dire vous l'ignorez aussi bien en termes de lecture qu'en termes d'écriture. Ça règle également le problème. Alors, si vous faites ça, vous consultez la liste des films. Alors vous allez voir maintenant, le problème n'est plus. Parce que tout à l'heure, on n'a pas trop compris. Si vous défilez tout à l'heure, c'est-à-dire les données, ça ne se termine jamais. Alors vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? Pour chaque film, j'ai le film et j'ai sa catégorie, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de la catégorie, je n'ai pas la liste des films. Parce que si je n'avais pas si je n'avais pas ignoré cette propriété en lecture, ben je vais rentrer dans cette boucle infinie qui ne se termine jamais. Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Donc, vous avez deux manières de créer les API REST. Donc, soit en utilisant un REST controller, n'est-ce pas? Ou bien, vous utilisez Spring Data REST. Alors, en réalité, du moment que vous avez Spring Data REST, vous l'utilisez. Mais après, nous, ce qu'on veut faire, c'est dans notre REST controller. On n'a pas besoin de faire ça parce qu'on a déjà la solution. Mais plutôt, donc, on va l'utiliser uniquement pour d'autres méthodes. D'autres méthodes, par exemple, acheter des tickets. Et également pour l'image, pour consulter l'image, pour faire upload d'une image, je ne sais pas quoi. Alors maintenant, on va ajouter deux méthodes. La première, c'est comment consulter une image. Maintenant, je vais créer une méthode qui permet de retourner un tableau de bytes.
savez qu'une image, c'est des données binaires. C'est un tableau de bytes. Et après, ici, donc, je vais utiliser get mapping. Je vais créer un get mapping slash image film, par exemple, slash le ID du film. ID. Alors ici, donc, je vais utiliser long ID. Et comme on le fait d'habitude, on utilisait comment récupérer le ID en utilisant path variable, n'est-ce pas? Alors path variable name égale ID. Ça veut dire que maintenant, quand j'appelle slash image film, je donne le ID du film. Moi, ce que je veux, il me retourne l'image. Alors, pour qu'il me retourne l'image, d'abord, il faut juste faire quelque chose ici. C'est get mapping. On va utiliser, donc ça, c'est le path. Mais on va lui dire produces. Ça, c'est path égale. Path égale à ça. Produces égale media type de string remorque point quel format c'est JPEG image JPEG voilà image JPEG value. Ça veut dire quoi? Bon, ça c'est juste pour le navigateur parce que le navigateur vous lui donnez un tableau de bytes, n'est-ce pas? Quand un navigateur envoie une requête, il récupère un tableau de bytes, mais dans le byte, on va lui dire que c'est des données qui représentent une image au format JPEG. Donc ça c'est parce que si vous faites rien par défaut, alors par défaut il va utiliser application JSON. C'est-à-dire produces, il utilise application JSON. Ça veut dire quoi? Il suppose que les données que vous retournez, c'est des données en format JSON. Mais par exemple, pour le cas d'image, ce n'est pas des données en format JSON, c'est des données binaires. Donc je vais faire ça. Alors maintenant, je connais le ID. Comment? Non, c'est normal, je n'ai pas encore implémenté parce qu'il faut retourner quelque chose. Tant que vous n'avez pas retourné, c'est normal, c'est souligné en rouge. Monsieur, mais le programme est en train de Il est? Je l'ai arrêté, merci. Bon, ça prouve que vos capteurs ça marche bien. Mais je crois qu'à partir de 13h, ils ne vont plus marcher. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, je connais le ID, je vais récupérer le film. Mais pour récupérer le film, j'ai besoin de film repository. Film repository. Alors, film repository, on va utiliser Hotwire. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est que vous dites, je connais le ID, j'ai le film. Donc, film repository, point find by ID. Vous donnez le ID, vous lui dites get. Donc, je connais le film. Maintenant, je veux la photo. Alors, je connais que le nom de la photo. Qu'est-ce qui est stocké dans la base de données? Que le nom de la photo. Donc, string, name. Donc, ça, c'est photo name. Égal à quoi? C'est f.getImage. Get photo. Donc, je connais le nom de la photo. Mais le problème maintenant, je veux le contenu de la photo. Mais où se trouve le contenu de la photo? Ben, il se trouve dans un dossier image, dans le dossier cinéma du dossier utilisateur. Ben, ça veut dire qu'il faut lire ce fichier-là. Hein? Il faut le lire. Alors pour cela, il faut utiliser, vous utilisez un truc comme file. On va lire le fichier file égale new file. Alors,
pour ne pas chercher le chemin, parce que c'est pas bien de spécifier le chemin, on va utiliser system.getProperty, system.getProperty. Il y a une propriété, l'environnement. Si vous voulez, le dossier utilisateur, c'est user. Je crois que c'est user home. User. Alors, user home, si quand vous dites system get property user home, ça vous donne quoi? Ça vous donne le dossier de l'utilisateur. N'est-ce pas? Actuel, c'est-à-dire qui a démarré l'application. Si quand vous allez déployer dans un vrai serveur, souvent ce dossier-là, il est stocké dans le dossier. C'est le dossier où vous avez le droit de stocker les photos. Parce que quand vous faites des uploads, vos photos, ils vont pas vers l'application, mais ils vont être stockés quelque part. Donc c'est comme ça qu'on fait. Alors, user home, donc je vais voir si je ne me suis pas trompé. Et après, je vais utiliser directement return. Je compte utiliser la classe files. Point read all bytes. Alors quand vous dites files read all bytes, il vous retourne le fichier, mais il vous retourne un tableau d'octet, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut lui donner un objet de type path. Path Java new file. Path égale à quoi? Égale path point toujours files, je crois. Point path point get. Ici, on va spécifier le chemin. C'est quoi le chemin? C'est le F point get, il y a absolute path to URI, je crois. Ouais, ça marche. Ici, on va utiliser path. Exactement. Alors ici, on va utiliser file, donc on va utiliser ces images. Vous avez tout à fait raison. D'ajouter ici plus slash cinema slash images. Il faut faire juste un catch ici. Pour cela, notre méthode va utiliser throws exception. Après image, ici, on va encore mettre slash plus encore image name, photo name, tout à fait. Et vous ajoutez plus encore .jpeg, parce qu'en fait l'extension, normalement, il fallait qu'on enregistre ça dans la base de données, le nom du fichier complet. Ici, donc, je vais utiliser donc voilà, ici donc .jpeg. On aurait pu faire autrement. Si vous voulez faire autrement, on va juste faire ça. On va revenir sur Cinema implémentation ici. Quand on crée les films, on a utilisé setName. Ici, on va utiliser donc titre, etc. plus. Point. Par exemple, point .jpeg. Mais là, c'est encore pas bien. Hein? Parce que là, on est en train de remplacer. Ah, de remplacer, tout à fait. C'est titre. Non, c'est bien ça. C'est titre, photo, replace. Voilà. C'est replace plus JPEG. Point. JPEG. JPEG.
C'est-à-dire quoi, je supprime les espaces, je les remplace par le vide et j'ajoute point JPEG. Donc si je pose ici, donc c'est juste. Mais en réalité, quand je fais un upload, donc j'enregistre. Le plus pratique vraiment, c'est d'enregistrer les photos avec le ID de, par exemple, le film. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'enregistrer le nom de la photo, vous pouvez utiliser, par exemple, un point JPEG, deux points JPEG, et un, c'est quoi? C'est le ID du film. Et donc, quand je connais le ID, je peux connaître la photo. Mais en tout cas, ça, c'est une gymnastique que vous pouvez faire. Alors, si vous enregistrez l'extension dans le nom, oui. Mais comme ça, on force l'utilisateur d'insérer des photos en format JPG. Exactement, ça c'est pas bien parce que nous on est en train juste de faire, ça c'est ce qu'on est en train de faire, c'est initialiser. Mais après quand on fait upload, c'est-à-dire on prend la photo avec son extension. Parce qu'après on va enregistrer dans la base. Donc c'est juste, on suppose que nous avons pour le moment que des images JPEG. C'est plutôt ici assez logique. Donc si je reviens ici, donc je n'ai plus besoin d'ajouter. Je n'ai plus besoin d'ajouter .jpeg. Et vous mettez throws exception parce qu'en fait, ici, ça exige. Alors regardez, si vous faites ça, avec ce genre de code-là, donc vous avez une méthode, vous lui donnez le ID du film, il vous donne la photo. Et après, mais où se trouve la photo elle-même? Elle est enregistrée quelque part. Alors, on va regarder si ça marche. Donc, j'ai les films. Alors, je prends par exemple le film Forrest Gump. Alors, je connais le ID du film, c'est 2. Logiquement, si je fais photo film 2, photo. C'est photo ou bien image? Photo. Image film. Allez. Image. Photo. Image. Film. /2. Il y a une exception. Il y a une erreur. Il nous dit que le fichier n'existe pas. Alors ici, user made cinema. On a mal écrit ça. Images. Vous voyez, il cherche ce fichier-là, il ne l'a pas trouvé. Ça veut dire que nous, quand on a fait copier des trucs statiques là, c'est pas ici. Monsieur, ici avec le troisième film, parce que peut-être qu'il est mal. Forest, il y a 2 R, n'est-ce pas? Et dans notre cas, c'est dans la base de données, on a, non, c'est Forset. Vous voyez, donc on a mal écrit ça. Alors pour corriger le problème, c'est très simple. On va juste revenir sur Cinema, implémentation. Et ici, on va changer ici le nom. Donc ici, c'est Forest. Alors on va corriger également 12 hommes en colère. Deux hommes en colère. Quoi d'autre? Colère. 2 L. Alors regardez, 12 hommes en colère, attendez. Vous avez raison. Colère, c'est un seul L, 2 L. Alors je vous le disais, on mélange le français et l'anglais, on ne sait plus ce qu'on est en train de faire. En colère. Bon, il y a un seul L ici. Bon. On va persister. Normalement, colère, c'est 2 L. Alors, voilà. Alors, ça c'est 1. Ça c'est 2. Ça c'est 3. Et ça c'est le 4e film. Ça le 5e. Ça n'existe pas. Le 5e. Le parrain, si. Le parrain, il y a la même chose, il y a une erreur. Alors pour nous, le parrain, c'est un peu le A2R AIN. Le parrain.
Rain. Et le Seigneur des Anneaux, c'est un film que j'aime beaucoup. Je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, c'est que vous n'avez rien vu. Oh? Non, jamais? Hein? Non, non, c'est vraiment... Alors, il y a plusieurs... Alors, Seigneur des Anneaux. A priori, ça marche. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, dans notre application, nous n'aurons plus ce dossier-là, statique-là, il faut le supprimer, on n'a plus besoin. Ça, c'est mieux maintenant, c'est vraiment mieux. Pourquoi? Parce qu'on suppose que les images ne sont pas stockées dans le dossier statique, parce que c'est des images qui peuvent s'ajouter, etc., par la suite via des uploads. Alors 5, 6. Alors maintenant, si je vous montre le Seigneur des Anneaux, vous allez le connaître. Bah, vous le connaissez. Non? Mais avec le khatam, exactement. C'est l'anneau. Monsieur, si on met l'application dans le serveur, Oui. est-ce qu'on va stocker les images? C'est dans le dossier utilisé. Par exemple, si tu déploies l'application en tant que root, d'accord? Ben, il faut aller vers le dossier /user/root et tu crées le dossier Cinema Images. Supposons que j'ai créé beaucoup de films pour les gens, et après moi, mon PC est formaté, j'ai plus ce dossier-là, donc l'application online ne va pas fonctionner. Mais il faut faire attention à ça. C'est pour cela que maintenant, au niveau déploiement, c'est une autre histoire. D'ailleurs, on vous dit souvent que les données, parce qu'après, si vous utilisez des conteneurs Docker, bon, ça c'est des choses qui sont utilisées, l'application elle est dans le conteneur, mais les données sont dans un volume. Avec le volume, il est à l'extérieur du conteneur. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire que même si votre application, c'est-à-dire vous détruisez l'application, vous ne détruisez pas les données. Mais si tu formates bien sûr ta machine, je suis en bas. De toute façon, les données sont déjà parties. N'est-ce pas? Mais maintenant, la troisième solution que je ne vais pas vous montrer, enfin, c'est au lieu de stocker, la plus simple, c'est de stocker carrément la photo dans la base de données, en format texte, ou bien en format binaire. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin. Mais comme je disais bien, l'avantage c'est que le contenu de la photo il est dans la base, mais l'inconvénient c'est quoi? C'est que la base de données devient assez lourde. Même si dans la base, quand on réfléchit à l'intégration, non plus, ça prend du temps. C'est un nombre de pixels. Exactement. En plus, il est converti en string, ça fait trop, c'est-à-dire. Mais par exemple, avec stocker les photos, par exemple les photos de profil des utilisateurs, c'est pratique de les stocker dans la base. Parce que généralement, c'est des photos, vous exigez à ce que la photo ne dépasse pas 200 x 200, des trucs comme ça. Là, c'est pratique de la stocker en format string dans la base de données. Mais pour des choses, quand vous gérez des illustrations comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que vous dites les illustrations d'un film ne dépassent pas tel. Mais après, quand vous êtes dans une application de gestion de galerie d'images, non. C'est trop. C'est pas la méthode recommandée. Alors, comme je disais bien, la meilleure méthode, c'est celle-là. C'est la meilleure. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que les vidéos, l'audio, les images, les fichiers, par exemple, PDF, quand vous faites des uploads, vous les stockez quelque part dans un dossier utilisateur. Et dans la base de données, vous stockez que le ID de la ressource, ou bien vous stockez le nom, si vous cherchez le nom, et c'est suffisant pour récupérer donc la photo. Mais ce que je viens de vous montrer là, avec l'image, vous pouvez le faire pour le fichier PDF, pour un fichier Word, pour n'importe quel format. La seule chose que vous allez changer, c'est ici. C'est toujours byte. Si c'était un fichier PDF, c'est la même chose. Mais ici, qu'est-ce que vous allez changer? Vous changez
ici le format. Vous dites media type et vous cherchez donc point PDF value. Parce qu'il faut indiquer au navigateur juste comme quoi, pour ça c'est des données binaires, mais ça représente des données d'un fichier PDF. Bon. Alors maintenant, il nous reste une dernière étape dans la partie backend. Dans notre contrôleur, nous allons ajouter une autre méthode qui permet de payer un ticket. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'utilisateur, il peut sélectionner un ensemble de tickets et après, il peut effectuer un paiement. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une méthode. Alors, la méthode peut retourner, par exemple, un booléen, peu importe, ou plutôt un ticket. Va retourner un ticket. Payer. Alors, on va payer des tickets. Alors, en principe, c'est une liste de tickets. On va payer. Alors, pour accéder à cette méthode-là, on va utiliser donc un post mapping. Ici, on va utiliser slash payer ticket slash pour quel ticket tout court. Payer ticket. Alors ici donc pour payer les tickets, donc j'ai besoin de connaître le ID du ticket parce qu'en fait l'utilisateur dans notre application, regardez ce qui se passe. Quand je clique sur j'ai une séance, j'ai déjà la liste des tickets qui sont en vente, n'est-ce pas? Donc quand je clique sur un ticket, je connais déjà le ID. Donc ça veut dire quand je valide payer ticket, qu'est-ce que j'envoie? J'envoie un tableau, il y a les ID des tickets que je veux acheter. Parce qu'en fait l'utilisateur il a réservé ses tickets. Donc ça veut dire que j'ai besoin de récupérer une liste. Alors pour cela, voilà ce qu'on va faire. Je vais juste créer une classe que je vais appeler ticket form. Alors je suppose que dans ticket form, je vais recevoir une liste des langues, tout simplement. Parce que c'est des ID, des tickets, égale new array list. Également, j'ai besoin de recevoir quoi? Le nom du client. Le nom client. Bon, c'est une classe, donc je vais utiliser la notation data. Vous savez ce que c'est? Data, ça veut dire les getters, setters. Alors ici, donc, je suppose que l'utilisateur, il va m'envoyer un objet JSON qui contient le nom du client et qui contient la liste des tickets qu'il souhaite acheter ou bien réserver. Alors ici, donc, je reçois un objet de type ticket form. Alors, comme les tickets form, ils viennent dans le corps de la requête, il faut utiliser la notation request body. Alors, quand vous dites request body, ça veut dire que vous êtes en train d'indiquer comme quoi les données du ticket, ils sont envoyés dans le corps de la requête en format JSON. Alors maintenant, si j'ai ces tickets-là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais tout simplement utiliser ticket repository. Je vais utiliser ticket form.get ticket for each ID. Alors je récupère les ID de ticket. Alors pour chaque ticket, je vais le récupérer. Ticket
Donc j'ai besoin de ticket repository. Alors ticket repository. Ticket égale ticket repository point find by ID. Et c'est quoi le ID? C'est tout simplement le ID. Alors ça c'est ID ticket. Point get. Alors c'est très simple, regardez ce que je fais. Donc je suppose que l'utilisateur il m'envoie les ID des tickets qu'il veut acheter. Les ID. Pour chaque ID de ticket, je vais chercher d'abord le ticket. Une fois que je l'ai, je vais lui dire ticket.set non client. Je vais définir d'abord le nom du client. Mais où se trouve le nom du client? C'est dans ticket form point get non client. Il est là. C'est pas? Et après, je vais le réserver. Donc pour le réserver, c'est ticket form point set réservé. Je le mets à true. Donc je suis en train de modifier les informations sur le ticket. Et quoi d'autre? Je ne sais pas s'il y a encore une autre information que je vais changer. Il n'y a rien. La place, elle est déjà définie. Le prix, ici, donc le prix, c'est déjà défini. Donc l'utilisateur ne va pas choisir le prix. Le système de tarification n'est pas traité ici. Donc c'est terminé. Et on enregistre le ticket. Ticket point ticket repository point save. Point save ticket. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retourner à la fin? Il faut retourner la liste des tickets qui ont été vendus, si vous voulez. Alors pour cela, on va créer ici une liste de tickets. Égale new array list. Et après, à chaque fois que je définis un ticket, une fois qu'il est enregistré, je vais l'ajouter à la liste. Point add ticket. Et à la fin, je vais retourner liste ticket. Alors, en principe, ça devrait marcher. Il y a juste un petit problème qu'on va rencontrer. Lequel? Le problème, c'est tout à l'heure, rappelez-vous de la boucle infinie, n'est-ce pas? Regardez la classe ticket. Alors, ticket. Alors, il va vous donner, pour chaque ticket, il vous donne le nom, le prix, il n'y a pas de problème. Le code paiement, il n'y a pas de problème. On a oublié le code paiement parce qu'en fait l'utilisateur, n'est-ce pas? L'utilisateur, quand il va saisir le nom et le code paiement. Donc c'est-à-dire il faut également l'ajouter dans le formulaire. Donc il va vous retourner réservé, il va vous retourner la place. Il n'y a pas de problème. Il va vous retourner la projection. Mais quand il me retourne la place, je vais lui dire ce n'est dans la place, qu'est-ce qu'il y a? Il va me donner encore la salle. Alors si vous voulez garder la salle, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne voudrais pas qu'il me donne la liste de tickets, parce que si je laisse la liste de tickets, j'aurai une boucle infinie. Donc ici, je vais utiliser la notation JSON property. Access write only. Alors maintenant, je reviens vers la salle. Alors s'il me donne la salle, il me donne le nom, le nombre de places, il va me donner
le cinéma, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de cette information. Quand je consulte la salle, donc je vous propose ici d'arrêter, c'est-à-dire ce chemin-là directement, c'est-à-dire dans le ticket. Alors j'ai la place. Une fois que j'ai la place, je vais lui dire ce n'est pas la peine de me donner aussi la salle. Si, la salle c'est important. Oui. Alors dans le ticket il y a la salle, mais après je vais lui dire de ne pas donner le cinéma. Donc JSON Property, Access, right only. Ce n'est pas la peine de me donner la liste des places. C'est pas la peine de me donner la liste des projections. Alors, on aurait pu tout simplifier ça. Alors ici donc voilà, il me donne la projection. Alors la projection, il me donne le ID, la salle. Tout ça, je n'en veux pas. Bon, je ne veux pas la projection. Je vais lui dire, ce n'est pas la peine de me donner les informations sur la projection. Bon, c'est juste pour vous dire que ça, c'est vraiment parfois des petits problèmes qui peuvent bloquer votre application. Oui. Et après, on va regarder ce qui va nous retourner. Alors, on va tester. Donc, ça, c'est la dernière étape. On va la tester et après, donc, on oublie la partie back-end. Donc, vous pouvez dire déjà, la partie la plus importante qui est la partie back-end, c'est terminé. Alors, après, la partie front-end, donc, fonction du framework que vous utilisez. Ça demande une maîtrise, bien sûr. Effectivement, donc j'ai téléchargé, j'ai installé Advanced REST Client, application séparée, donc pas en tant que, parce qu'en fait quand vous l'installez en tant qu'extension, bon, il utilise déjà beaucoup de choses qui sont déjà installées par Chrome, notamment les fichiers temporaires et plein de choses, ce qui fait qu'à un moment donné ça devient trop long. Effectivement, donc vous pouvez utiliser donc un autre outil comme Postman ou tout simplement ARC comme application desktop à part ou bien une application séparée. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc une fois qu'il est lancé, on va lancer donc Advanced REST Client et on va tester. Alors donc ici donc on va envoyer un post. Donc c'est localhost, c'est payer ticket. Alors, il faut juste pas oublier que quand vous envoyez une requête HTTP, il y a des entêtes qu'il faut envoyer avec la requête HTTP. Alors, parmi les entêtes, il y a une entête qui est content type, c'est important. Dans la valeur, c'est application JSON. C'est pour indiquer au serveur les données que je t'envoie dans le corps de la requête, ils sont en format JSON. Et après, il y a le body. Oui? Exact. Alors, après, donc, dans le corps, qu'est-ce qu'on va envoyer? Dans notre API, qu'est-ce qu'il attend? Il attend les données, il attend des données de type ticket from, je l'ai appelé from, mais c'est pas grave. Alors, ticket form, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il contient? Il contient notamment trois informations. Le nom du client, le code paiement et une liste des numéros de tickets ou bien des numéros de tickets qui ont été réservés, qui vont être réservés. Ben, c'est ce qu'on va faire ici. Bon, je ne veux pas de Chrome. Donc, je vais spécifier donc, le nom du client, le code paiement. Je mets une valeur quelconque.
1, 2, 3, 4. Et ticket, c'est un tableau de tickets. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est juste les tickets numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Comment ça va m'enregistrer sur la base? Comment? Comment ça va m'enregistrer en base? Comment savoir? C'est ce qu'on va Non, effectivement, vous avez raison, parce qu'en principe, il faut d'abord, normalement dans l'application, on va d'abord consulter les tickets. Alors si vous faites ticket, vous allez avoir la liste des tickets. Et vous voyez donc, ça c'est le... Bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par défaut, Spring Data REST donc, n'expose pas le ID des entités. Vous voyez donc le nom, le prix, etc. On ne voit pas le ID, parce qu'on n'a pas besoin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il utilise les liens. Avec ces links-là, donc on peut retrouver toutes les informations. À moins si vous voulez exposer le ID, donc je pourrais vous montrer comment le faire. Donc ici, vous voyez 1, 2, les tickets numéro 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est-à-dire vous avez donc l'ensemble des tickets qui ont été créés. On n'a pas beaucoup, c'est pas normal. 5, 16, 6. Alors, donc pour réserver les tickets. Donc on va spécifier donc les tickets, après on envoie la requête. Et après nous avons une erreur 500. Alors, c'est-à-dire la requête il est envoyée. Donc, alors quand vous avez un code d'erreur 500, ça veut dire qu'il y a une erreur interne. Alors il faut regarder en interne, c'est quoi l'erreur? Alors ici vous voyez donc un null pointer exception. Sur quoi? Sur ticket repository. On n'a pas fait l'injection des dépendances ici. Tout à fait. Exactement. C'est que ici donc vous voyez on a oublié d'utiliser AutoWired. Parce que si vous oubliez de faire l'injection des dépendances, c'est-à-dire l'objet reste nul. Donc vous aurez des exceptions comme ça, null pointer exception. C'est bon? Alors ça c'est la première erreur. Donc on va le... Alors, deuxième. Alors on va essayer donc d'envoyer toujours la requête. On va attendre que l'application soit complètement démarrée. Alors il faut juste faire attention parce que parfois, vous voyez donc l'API REST il est démarré. Il faut consulter les tickets, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'a pas encore terminé d'insérer tout ça dans la base de données. Parce qu'à chaque fois, il supprime la base et il insère les données. Donc il faut juste être sûr donc, que les données sont déjà chargées. Et j'envoie la requête. Alors je vois également une autre erreur, cette fois-ci 500. Alors si on regarde l'erreur, qu'est-ce qu'on va trouver? Duplicate. Alors, vous savez c'est quoi ce problème-là? Les tickets sont entrés. Est-ce que vous vous rappelez, les tickets, on a défini le code de paiement qui est unique pour chaque ticket, n'est-ce pas? Oui. Alors ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous voudrions acheter le ticket 1, 2, 3 et 4, 4 tickets, mais avec le même code paiement. Donc c'est-à-dire déjà dans notre modèle, le fait que le code paiement soit unique, c'est pas forcément, c'est pas une bonne, c'est-à-dire au niveau de notre métier, c'est pas bon. Donc ça veut dire que pour rectifier ce problème-là, donc on va revenir sur la classe ticket. Et après on va dire, ça y est, bon, il n'est plus unique. Donc on va mettre false. Donc le fait de mettre false, ça veut dire qu'avec le même code paiement, donc je peux acheter plusieurs tickets, ce qui est assez logique. Parfois, s'il y a des applications avec lesquelles on peut procéder de la manière. Alors, envoyer. Il y a encore 500. Une troisième. Alors maintenant, il vous indique autre chose. No value present. Alors ici donc dans le contrôleur ici. Alors vous êtes en train de dire je veux consulter le ID de ticket, mais il vous dit que ce ID là numéro 1 ou je ne sais pas quoi n'existe pas. N'existe pas.
Alors, et pourtant, si vous faites ça, system.out.println, si vous affichez ID ticket, il va vous afficher 1. Alors, logiquement, ça devrait exister, n'est-ce pas? Alors, et après, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. J'attends que les données soient chargées. Voilà. J'envoie la requête. L'erreur, c'est un peu bizarre. Vous avez 200. Donc là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous avez? Hein? La logique. Alors, vous avez alors en fait, c'est pour cela qu'il y a une chose qui est importante, c'est quand vous avez des phénomènes comme ça, essayez toujours, quand vous êtes en train de faire beaucoup d'opérations, dans une méthode, il faudrait que l'opération soit transactionnelle. Alors, transactionnel, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que normalement, ces traitements que vous êtes en train de faire là, c'est les traitements de la couche métier, n'est-ce pas? Généralement, dans le contrôleur, on ne fait pas tous ces... C'est parce que vous êtes en train de vous êtes en train de faire plusieurs opérations, c'est-à-dire le premier ticket, je le consulte, je le modifie, je l'enregistre. Le deuxième ticket, je le consulte, je le modifie, je l'enregistre. Mais ça, c'est beaucoup d'opérations. Alors, quand vous avez plusieurs opérations, il faudrait qu'ils se déroulent dans une seule transaction. Donc, le fait que c'est-à-dire que la méthode soit transactionnelle, ça vous évite d'avoir ce genre de problème. Mais la classe, elle est transactionnelle. On n'a pas besoin de faire. Non, c'est pas la classe qui est transactionnelle, c'est la classe métier, pas le contrôleur. N'est-ce pas? C'est pour cela que d'ailleurs, les traitements, quand il y a des traitements comme ça, d'ailleurs la même chose ici, souvent on fait que appel à des méthodes qui se trouvent dans la couche métier qui sont généralement transactionnelles. Sinon, si vous ne passez pas via une couche métier pour faire des traitements, ben, il ne faut pas oublier de mettre transactionnel sur la méthode. C'est-à-dire que l'opération elle-même elle est transactionnelle. Voilà, alors donc je vais faire ça, envoyer. En tout cas, ici vous n'aurez plus de problème. Donc l'opération a été effectuée, il vous retourne le résultat. Regardez le résultat qu'on retourne, c'est une liste de tickets. Alors je vois bien le ticket ID1, le nom du client, le prix, le code paiement, réservé, true. Et pour ce ticket-là, quelle place? C'est la place numéro 1, longitude, latitude, etc. Pour quelle salle? C'est la salle 1. Alors, mais on n'a pas les informations sur le film, n'est-ce pas? C'est parce que ça, c'est des informations que vous pouvez imprimer dans un fichier PDF pour... que vous pouvez, par exemple, ces données-là, on va les utiliser côté front-end pour imprimer le ticket. Parce que dans le ticket, vous aurez besoin de mettre ces informations, n'est-ce pas? On n'aura besoin que du numéro de salle et place. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant, si vous le laissez comme ça, il vous retourne ces informations, vous prenez ce que vous voulez, les informations qui vous conviennent. Sinon, si vous voulez retourner juste ce qu'il faut, ben, il va falloir créer une autre classe dans laquelle vous déclarez les attributs juste ce qu'il faut que vous allez retourner. Alors, bien sûr, si vous voulez ajouter l'information sur le film, il faut revenir à ce que nous avons fait dans le ticket. Vous avez projection. Rappelez-vous, projection, on la met. C'est-à-dire, il n'est pas sérieux. Mais si vous l'enlevez, il va vous donner la projection. Mais le problème, quand il vous donne la projection, ben, il vous donne la date projection, le prix, tout ça, c'est bon. La salle. Alors, la salle, est-ce que j'ai besoin de... parce que si? Il y a déjà la salle, oui. Parce qu'on a un ticket... Attendez, mais comment ça se fait que nous avons la salle? Le ticket... La place, la place, oui. Parce qu'en fait, il y a la place, mais la place se trouve dans une salle. Donc, c'est pour cela qu'on a la place et la salle, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire si vous revenez vers projection, ben, il va falloir créer une autre classe dans laquelle vous déclarez les attributs juste ce qu'il faut que vous allez retourner. Alors, bien sûr, si vous voulez ajouter l'information sur le film, il faut revenir à ce que nous avons fait dans le ticket. Vous avez projection. Rappelez-vous, projection, on la met. c'est
Ben, vous allez trouver donc ici, là je n'ai plus besoin de mettre ça, donc je peux utiliser donc voilà, JSON property. Bon, ça c'est juste une solution. Access. On a besoin de la sanction dans le ticket. On l'a déjà. Le film, je le laisse. Je ne veux pas la liste des tickets. Et je ne veux pas l'information sur... Mais ça peut être utile, la science. C'est-à-dire de quelle heure, etc. La science, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous revenez vers film, vous aurez le titre, la description, pas de projection, catégorie, si vous voulez avoir la catégorie du film. Bref. Alors si vous le laissez comme ça, sans doute, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Mais si vous voulez limiter les données que vous allez retourner, donc vous pouvez le faire. Si on ne peut pas grouper les éléments qu'on voit affichés. Si. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si vous voulez juste spécifier que les éléments que vous voulez afficher, vous allez créer une classe dans laquelle vous déclarez que les éléments que vous voulez afficher, et vous prenez les données, vous les mettez dans cet objet de cette classe, et vous retournez l'objet. Et comme ça, vous ne retournez que les informations utiles. Ce n'est pas recommandé. Oui? Ce n'est pas recommandé. Si, c'est recommandé. Parce qu'on fait d'autres. Alors il y a une autre solution, c'est d'utiliser les projections. Alors en fait, ça c'est quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors j'envoie la requête. Et je vois ici donc l'information, j'ai la place, j'ai l'information sur la salle, j'ai la projection, ça concerne la date, le prix, le film. Voilà le film, voilà pour quelle catégorie et voilà pour quelle séance. Donc si vous voulez, donc vous avez une idée sur en quelque sorte les tickets. C'est-à-dire ça, si vous voulez on va dire la liste des tickets que vous venez d'acquérir. C'est clair? Alors je crois que cette partie-là, donc ça c'est ce qu'il faut pour le moment pour la partie back-end. Mais par contre, il y a quelque chose qui me dérange là-dessus. Normalement, nous avons normalement combien de villes? 4 villes, n'est-ce pas? Combien de cinémas? Là, le cinéma. Cinéma, il y en a 4. Ça veut dire soit, il y a combien de salles? Bah, il y en a minimum 5. Alors ça veut dire que combien de places? Ça veut dire que le nombre de tickets qu'on devrait avoir, on devrait avoir plus que ça, n'est-ce pas? Parce qu'on a pour chaque projection, on va définir les tickets. Mais quand je vois ici le nombre de tickets qui sont là, je vois il y en a 20. Quand vous faites projection, en fait, il ne vous retourne pas toutes les projections. Parce qu'il fait de la pagination. Regardez le résultat ici. J'ai arrêté le... L'application, c'est Oui, j'ai arrêté. Non, Quoi? Non, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien. Alors parce qu'en fait l'API Spring Data REST, il fait de la pagination. Quand vous lui dites les projections, il vous donne que les 20 premières. Et d'ailleurs si vous regardez à la fin, il vous dit il y a combien size, c'est combien? 20. Il vous retourne 20. mais total de pages. Regarde total. C'est 1160. Mais total de pages. Et le nombre, il y a 58 pages. Alors si vous... 58 pages. D'accord? Ça c'est le nombre de projections. Alors si vous voulez la suite, vous faites comme je disais, donc point d'interrogation, page égale la deuxième page, and size égale par exemple 5. Là, il vous retourne, voilà, vous voyez, donc il vous retourne que les 5. Et quand vous avez size égale à 5, vous devrez avoir 708 pages. Donc il vous retourne ces informations. Alors si vous mettez pas size
égale à 1000, bah, il vous retourne, bah, il faut attendre pour formater parce que ça c'est beaucoup. Donc là, il vous retourne les données. Donc c'est juste de dire qu'avec Spring Data Rest, par défaut, il prend en considération la pagination. Parce que ça n'a pas de sens de retourner une grande quantité de données. Alors si vous ne spécifiez pas la page, size, alors par défaut, il utilise 20. C'est Oui. La projection, c'est toutes les séances possibles. Les Les projections sont toutes les séances Oui, oui, possibles. Non, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en fait pour toutes les villes, pour toutes les villes, pour tous les cinémas, dans toutes les salles, n'est-ce pas? Pour toutes les places, pour chaque séance. Bien, pour chaque séance, on fait ça. Donc si vous faites le calcul, vous trouverez ce nombre-là. Bien, alors est-ce que vous avez des questions? Donc on va donc ça c'est la partie back-end. Alors normalement, la partie back-end, une fois que vous la faites, votre partie back-end, alors comment générer l'application finale pour la partie back-end? Alors comment on utilise Maven? Ok. Alors c'est en ligne de commande. Alt CTRL T, terminal. Voici mon dossier de l'application. CD. Alors je reprends. Package. Alors le jour de votre présentation, donc en principe, vous voyez donc il est en train de, donc vous démarrez le jar, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de lancer Eclipse pour à chaque fois démarrer votre application, mais à la fin, une fois que vous faites ce travail-là, mais pour faire cette opération, ça suppose que vous avez installé Maven. C'est un outil sur ligne de commande et que dans la variable d'environnement path, vous devrez ajouter le chemin de Maven anti/bin, donc comme vous le faites avec Java. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce qu'avec Eclipse, vous pouvez le faire directement. Je vais vous montrer la deuxième façon de le faire. Vous suivez? Voilà. Alors en principe il a fait ça, donc si vous regardez à la fin, il vous affiche le chemin juste avant. Build successful en tout cas. Alors vous remontez, vous trouverez le chemin du jar, je vais vous le montrer. La deuxième solution, c'est d'utiliser directement dans Eclipse, vous mettez run as Maven build avec 3 points. Alors si vous faites run Maven build, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec Maven, vous dites package. Alors si vous tapez package ici, vous allez faire la même chose. Et dans ce cas-là, vous utilisez la version de Maven qui est installée par Eclipse. Donc ça c'est plus simple. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il compile. Je vous ai déjà parlé donc du cycle de vie de Maven. Il compile, il fait le test unitaire
Bon, s'il y a des tests unitaires, il va les jouer. Après, il vous génère le jar de l'application. Et On peut accéder alors maintenant, ce jar de l'application, vous allez le trouver dans directement. Vous pouvez aller. Alors, j'attends juste qu'il termine. Je vais vous montrer comment l'exécuter sur ligne de commande. Et après, par la suite, donc, on peut utiliser un script, par exemple, si vous travaillez sur Linux, généralement, c'est un script qui permet de le démarrer. Si vous voulez encore faire mieux, il faut utiliser Docker. Alors ça, c'est Docker, donc c'est un outil qui permet de créer des conteneurs et bon, ça, c'est d'autres moyens de déploiement que vous devrez maîtriser par la suite. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas vraiment, c'est très difficile dès maintenant, dès ce semestre-là, maîtriser tout ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Mais dans un premier semestre, donc vous avez déjà, il y a pas mal de choses que vous allez maîtriser, mais après il vous reste encore le prochain semestre et il vous reste encore en 5e année. Et tout ça, d'ici la 5e année, vous aurez déjà appris à travailler avec Docker, Kubernetes, il y a plein d'outils encore, DevOps, que vous devrez utiliser pour automatiser le déploiement d'applications. Parce que tout ça, c'est quelque chose... Alors, vous voyez donc ici le chemin, ici. Alors, vous trouverez donc votre fichier .jar. Alors maintenant, vous allez dans n'importe quelle machine, copier. Alors vous voyez donc ce fichier là, il est là. Donc ça c'est l'application. Vous voulez l'exécuter, vous tapez Java, -jar, directement cinema.jar. Alors ça c'est la partie backend. Donc ça vous le démarrez quelque part. Et après la même chose, donc la partie front-end, une fois que vous la faites, alors ici donc vous avez la partie backend qui est démarrée. Mais généralement, vous le faites en arrière-plan, c'est-à-dire sous forme d'un service, avec un script généralement, donc ça se fait assez rapidement. Voilà, alors d'ailleurs si vous testez maintenant votre application, vous trouverez que ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Dans le serveur. Oui. C'est comme ça, si vous voulez déployer la partie backend dans un serveur, etc., vous faites SSH, vous connectez vers le serveur, vous envoyez ce fichier-là et après vous faites le start. Ça, c'est manuellement, c'est comme ça qu'on le fait. Après, l'automatiser, il y a encore, comme je disais, donc il y a des outils qui vont vous aider à automatiser ces opérations. Mais dans un premier temps, il vaudrait mieux savoir le faire manuellement. On peut SSH et pas HTTP. Non, je veux dire SSH parce que tu vas te connecter vers le serveur en production. Si tu travailles c'est-à-dire si tu veux déployer dans une machine virtuelle en prod, il faut se connecter d'abord à ta machine à distance via SSH et après de la machine du développeur, tu peux envoyer le fichier vers la machine prod et tu peux le démarrer. Mais quand je disais donc cette partie-là, il vaudrait mieux qu'on n'en parle pas maintenant. C'est bon? Alors voilà, donc ça c'est la partie backend.